Il y a des moments dans la vie où l'on ressent que quelque chose ne va pas. De petits détails qui semblent anodins, mais qui, avec le temps, deviennent les pièces d'un puzzle effrayant. Le pire, c'est que lorsqu'on finit par comprendre, il est déjà trop tard. Je m'appelle Laurent, j'ai 29 ans et je vis dans une maison en location avec mon frère aîné, Étienne, dans un quartier paisible de Lyon. Nous partageons les dépenses et, malgré nos différences, nous nous entendons bien. Au début du mois d'octobre, Étienne a décidé de partir en voyage avec des amis à Marseille, ce qui signifiait que j'allais passer une semaine entière seul à la maison. Cela ne me dérangeait pas. En réalité, j'ai toujours considéré la solitude comme un luxe. Ce lundi-là, comme je n'avais pas à travailler, j'en ai profité pour nettoyer la maison, préparer un peu de nourriture et regarder quelques films. Une journée des plus ordinaires, jusqu'à ce qu'aux alentours de 14 heures, j'entende frapper à la porte. Je n'attendais personne. Je me suis levé du canapé, hésitant, et me suis dirigé vers l'entrée. Juste avant d'ouvrir, j'ai marqué un arrêt, une intuition, un doute. J'ai rapproché mon œil du Judas. Un homme se tenait dehors. Il n'avait ni colis, ni uniforme, ni aucun signe permettant d'identifier qui il était ou ce qu'il voulait. Il était simplement là, immobile, attendant. Il semblait avoir environ 45 ans, avec des cheveux courts, des vêtements simples et un visage impassible. Ce qui m'a le plus troublé, c'était la façon dont il fixait la porte, comme s'il savait déjà que j'étais derrière. J'ai pris une profonde inspiration et tourné la poignée, ouvrant juste assez pour l'apercevoir sans trop m'exposer. « Oui, je peux vous aider ?» ai-je demandé. Il a mis un temps anormalement long à répondre. Il ne semblait pas pressé du tout. Plutôt que de parler immédiatement, il s'est contenté de m'observer, fixant mes yeux comme s'il cherchait à me sonder. Lorsqu'il a enfin ouvert la bouche, il a prononcé une phrase qui m'a laissé une sensation étrange. Je voulais juste voir qui habite ici, rien de plus. Sa voix était monocorde, sans émotion, ni amicale, ni agressive, juste vide. Je ne savais pas quoi répondre. Je l'ai regardé un instant avant qu'il ne se contente de m'adresser un léger sourire, un petit signe de tête, et de s'éloigner. J'ai refermé la porte lentement. Qui était cet homme ? Pourquoi voulait-il savoir qui vivait ici? J'ai tenté de rationaliser. Peut-être un voisin curieux, un ancien habitant du quartier. Pourtant, quelque chose clochait. Le reste de la journée, une étrange sensation ne m'a pas quitté. Comme si quelque chose était décalé, hors de place. Cette nuit-là, avant d'aller me coucher, j'ai pris soin de vérifier que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Mais, même avec cette précaution, je n'ai pas réussi à me débarrasser de cette impression désagréable d'être observé. Si j'avais su ce qui allait arriver, jamais je ne serais resté seul dans cette maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant un peu plus serein. Peut-être que j'avais exagéré. Peut-être que ce n'était qu'un homme étrange, sans mauvaises intentions. Avec le temps, la paranoïa peut jouer des tours à l'esprit. Et je refusais de tomber dans ce piège. Je me suis préparé un café avant de partir au travail. La journée s'est déroulée sans incident. Mais en rentrant chez moi le soir, juste après avoir refermé la porte derrière moi, un frisson m'a parcouru le dos. Quelque chose n'allait pas, même si je n'arrivais pas à dire quoi. J'ai tenté de me changer les idées en préparant le dîner, laissant la télévision allumée pour briser le silence. C'était absurde de laisser une simple visite me rendre aussi nerveux. Puis, quelqu'un a frappé à la porte. Le bruit a résonné dans la maison, sec, précis. Je me suis figé. Ce n'était pas possible. Je me suis avancé lentement vers l'entrée et j'ai regardé par le Judas. C'était lui. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une coïncidence. Il portait exactement les mêmes vêtements que la veille, comme s'il n'était jamais parti. Cette fois, j'ai entrouvert la porte avec encore plus de précaution, ne laissant qu'un mince espace. « Vous avez besoin de quelque chose ?» ai-je demandé d'un ton sec. L'homme a esquissé un sourire, comme si ma réaction l'amusait. « Pas du tout », a-t-il répondu d'un ton désinvolte, presque moqueur. « Je voulais juste jeter un coup d'œil. »
Il y avait quelque chose d'inquiétant dans la manière dont il l'avait dit, comme s'il attendait de voir ma réaction. « Vous habitez dans le coin ?» ai-je demandé, cherchant à donner du sens à cette situation absurde. Il a lentement secoué la tête. « J'aimerais bien. » Son sourire s'est élargi. À cet instant, une angoisse sourde m'a noué l'estomac. Cela n'avait aucun sens. S'il ne vivait pas ici, que faisait-il devant ma porte pour la deuxième fois en 2 jours, sans raison apparente? J'ai voulu lui poser une autre question, mais mon instinct m'a hurlé de fermer la porte. « Bonne soirée !» ai-je lâché, feignant l'indifférence. Sans attendre de réponse, j'ai refermé la porte avec fermeté et tourné la clé dans la serrure. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner du perron. Lorsque j'ai regardé par la fenêtre, il n'était plus là. J'ai saisi mon téléphone et envoyé un message à mon frère Étienne. « Tu as déjà vu un type bizarre rôder autour de la maison ? Il a frappé 2 fois à la porte et je n'ai aucune idée de qui c'est. » Il a mis un moment à répondre, mais son message n'avait rien de rassurant. Jamais vu quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait ? Je suis resté un instant à fixer l'écran, incapable de répondre. Qu'est-ce qu'il voulait ? Je l'ignorais. Mais une chose était sûre, cette histoire n'était pas terminée. Et j'avais raison, parce que cette nuit-là, j'ai compris ce que signifiait réellement être observé. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un silence oppressant, un silence bien trop profond. J'ai essayé de me détendre, mais chaque ombre dans la maison me paraissait plus longue que d'habitude. Chaque craquement du bois résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai allumé toutes les lumières et monté le volume de la télévision. Je ne voulais pas entendre l'écho du vide autour de moi. Mais malgré tout, mon esprit était ailleurs. Quelque chose en moi refusait d'oublier cet homme. Pourquoi était-il revenu? Qu'attendait-il de moi? Les heures ont passé et la fatigue a fini par me vaincre. Je me suis endormi sur le canapé, la télévision encore allumée. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que mes yeux ne s'ouvrent brusquement. L'atmosphère avait changé. Je ne savais pas exactement ce qui m'avait réveillé, mais je l'ai senti dans mon corps. Comme si la température avait chuté d'un coup. La télévision diffusait toujours des images, mais le son semblait plus bas que dans mes souvenirs. Par réflexe, j'ai tourné la tête vers la fenêtre. Et c'est là que je l'ai vu. Le buisson sous ma fenêtre bougeait. D'abord, j'ai pensé au vent, mais cette nuit-là, il n'y avait pas la moindre brise. J'ai retenu mon souffle. J'ai distingué une ombre qui se mouvait entre les feuillages. Je ne pouvais pas discerner une forme exacte, mais c'était grand. Bien trop grand pour être un simple animal. Je me suis levé lentement du canapé et avancé vers la fenêtre, prenant soin de ne pas faire de bruit. Ma peau s'est hérissée lorsque j'ai entendu autre chose. Des pas. Ils s'éloignaient lentement dans le jardin, comme si quelqu'un avait été tapi là, à m'observer dans mon sommeil. Je suis resté figé. Il y avait quelqu'un dehors. Ma tête s'est mise à tourner. Devais-je sortir? Appeler la police? Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro d'Étienne. Il a mis du temps à répondre, et quand il l'a fait, j'étais tellement paniqué que mes mots se sont emmêlés. « Calme-toi, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé à moitié endormi. Avant que je ne puisse lui expliquer, mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un frappait à la porte. Lentement, j'ai tourné la tête vers l'entrée. Les coups ont retenti à nouveau, plus fort cette fois. Ma respiration est devenue saccadée. Je n'ai pas répondu, mais alors, une voix s'est infiltrée à travers le bois de la porte. « Ouvre-moi, s'il te plaît. Je suis blessé. » Tout mon corps s'est tendu. C'était lui. Sa voix était douce, implorante, comme s'il était réellement en détresse. Mais quelque chose sonnait faux. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas bougé. Mais lui non plus n'a pas abandonné. « Je ne voulais pas t'effrayer », a-t-il murmuré d'un ton plus pressant. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Les coups sur la porte sont devenus plus insistants. Puis, son ton a complètement changé. « Je suis désolé pour tout. » Sa voix tremblait maintenant. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire.
Mais au fond, ça n'avait pas d'importance, parce que ce n'était plus des coups. Il grattait la porte, comme s'il essayait de l'ouvrir avec ses ongles, comme s'il voulait entrer de force. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je n'osais plus respirer, encore moins bouger. Je suis resté plaqué contre le mur, le téléphone serré dans ma main, écoutant le bruit de ses ongles raclant la surface du bois. « Laurent » a-t-il soufflé. Mon sang s'est glacé. Je ne lui avais jamais dit mon nom. À cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple inconnu dérangé. Il savait qui j'étais. Je n'ai aucune idée du temps que ça a duré. Quelques minutes, peut-être plus. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Un silence pesant s'est installé, puis sa voix. À bientôt. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu ses pas s'éloigner. J'ai attendu, autant que j'ai pu. Et lorsque j'ai été sûr qu'il n'y avait plus personne, je me suis précipité vers le Judas. Rien. J'ai immédiatement ouvert l'application de la caméra de sécurité et lancé la vidéo en direct. Il n'y avait personne devant l'entrée. Mais alors, mon cœur s'est emballé. La caméra avait détecté un mouvement dans le jardin arrière. D'un doigt tremblant, j'ai fait glisser l'écran pour afficher l'image. L'homme était là, immobile, dans l'ombre des arbres. Et le plus terrifiant, il ne regardait pas la porte. Il me regardait directement à la caméra. Mon corps entier s'est figé. J'ai couru jusqu'à ma chambre, verrouillé la porte et poussé un meuble contre elle. J'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, il n'y avait plus aucune trace de lui, comme s'il n'avait jamais été là. Les jours ont passé. J'ai essayé de reprendre une vie normale. J'ai tenté de me convaincre qu'il ne reviendrait pas. Ça n'a servi à rien. Ma paranoïa n'a fait qu'empirer. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Chaque silhouette dans la rue éveillait un doute en moi. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, j'avais la sensation qu'une présence m'observait. Puis est arrivé le nouvel an. Mes amis m'ont invité à une soirée, et bien que je n'en ai pas vraiment envie, j'avais besoin de sortir. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi aux alentours de 4 heures du matin. J'avais bu, mais pas assez pour être complètement perdu, juste assez pour que mon corps soit lourd et ma tête douloureuse. Quand le taxi s'est arrêté devant chez moi, ce sentiment étrange est revenu, comme si quelque chose clochait. Je suis sorti du véhicule et j'ai avancé en titubant vers la porte. Il m'a fallu un moment pour insérer la clé dans la serrure, mais j'ai fini par y parvenir. J'ai laissé mes affaires tomber sur le sol, pris un cachet contre le mal de tête et me suis affalé sur le canapé. Le dernier souvenir que j'ai, c'est que la maison était plongée dans un silence absolu, jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Le bruit m'a réveillé en sursaut. J'ai ouvert les yeux. Impossible de savoir depuis combien de temps je dormais. La sonnette a de nouveau retenti, et encore, mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste le son, c'était la manière dont il résonnait, comme si quelqu'un était désespéré d'entrer. Le carillon ne s'arrêtait plus, insistant, agressif, comme si la personne à l'extérieur savait que j'étais là et refusait de partir tant que je n'ouvrirais pas. Mon corps était encore engourdi par l'alcool, ma tête battait au rythme d'une douleur sourde. J'ai essayé d'ignorer le bruit, persuadé que mon imagination me jouait des tours, qu'après la fête, mon esprit était simplement fatigué. Mais soudain, tout s'est arrêté. Le silence qui a suivi était pire. Je me suis lentement redressé sur le canapé, la bouche sèche, la peau glacée. Une angoisse oppressante m'a pris à la poitrine, comme si mon corps savait déjà quelque chose que mon esprit n'avait pas encore compris. J'ai regardé vers la porte, elle était fermée, mais en tournant la tête vers le couloir, j'ai vu un rayon de lune illuminer le mur. J'ai froncé les sourcils. La seule façon pour que la lumière pénètre ainsi, c'était si la porte d'entrée était ouverte. Une vague de panique m'a frappé. Non! Ce n'est pas possible. J'ai bondi sur mes pieds, une nausée me frappant violemment. J'ai avancé en titubant jusqu'à l'entrée, le cœur battant contre mes côtes. La porte était entr'ouverte. Je l'avais laissée fermée. J'en étais certain. L'air glacial de la nuit s'infiltrait par l'ouverture.
Ma respiration est devenue saccadée. J'ai tendu une main tremblante vers la poignée. Et, au moment où j'allais refermer, j'ai entendu des pas à l'étage. Tous mes muscles se sont contractés instantanément. Impossible de bouger. Mon cerveau s'est mis à tourner à toute vitesse, cherchant une explication rationnelle. Mais il n'y en avait aucune. J'étais seul dans cette maison, et si j'étais seul, qui était en train de marcher à l'étage? Ma gorge s'est nouée. Les pas étaient lents, assurés. Il n'y avait aucun doute. Quelqu'un d'autre était là. J'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Et puis, les pas se sont arrêtés. Le silence tomba comme une chape de plomb. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, haletante, attendant, écoutant. Il y eut une longue pause, puis un craquement sur les marches de l'escalier. Mon estomac se noua. Quelqu'un descendait. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais plus respirer. Les pas étaient lents, lourds. Un instinct primaire me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Comme si une force invisible me clouait au sol, m'obligeant à affronter ce qui allait arriver. Les pas atteignirent la dernière marche. Et puis, une voix. « Bien, nous y voilà. » Un frisson glacé me traversa l'échine. Je n'étais pas seul. Ils étaient deux, et ils savaient que j'étais là. L'air devint plus épais. Mes pensées s'en mêlaient dans un chaos indescriptible. Deux voix, deux personnes, dans ma maison. Impossible de bouger, impossible de respirer. Ma tête hurlait de fuir, de sortir d'ici immédiatement. Mais c'était déjà trop tard. J'entendis leurs pas avancer lentement dans le salon. Ils ne parlaient pas. Ils ne murmuraient même pas. Ils marchaient calmement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Puis, l'un d'eux prononça une phrase qui me fit monter un haut le cœur. « Rien ne presse. Prenons le temps de bien fouiller. » Mon corps se tendit d'un coup. Ils n'étaient pas là pour voler, ils étaient là pour me trouver. Une seule idée me traversa l'esprit, me cacher. Je me précipitai derrière le canapé, collant mon dos contre le mur, tentant de me faire le plus petit possible. De là, je pouvais les entendre fouiller la maison. Ils ouvraient des tiroirs, déplaçaient des chaises, ils semblaient inspecter chaque recoin. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient me découvrir. Mais alors, l'un d'eux s'approcha trop près. Je vis sa tête dépasser du dossier du canapé. Mes poumons cessèrent de fonctionner. Il ne me vit pas. Il sembla inspecter les coussins, cherchant quelque chose, avant de se détourner. Je ne sais pas combien de temps cela dura, mais finalement, ils partirent. Quand je fus certain que la maison était vide, mon corps s'effondra. Ma chemise était trempée de sueur. D'une main tremblante, j'appelai la police. Ils avaient volé quelques objets de valeur, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était ce que l'un des voisins confia aux agents lorsqu'ils arrivèrent. J'ai vu deux hommes rôder autour de cette maison toute la semaine. Ma gorge se serra. Ils m'observaient depuis un moment. J'ai essayé de reprendre une vie normale. J'ai tenté de me persuader que tout était terminé. Mais ma paranoïa ne fit qu'empirer. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre me faisait douter. Et puis, le chien a commencé à se comporter bizarrement. Une nuit, alors que je regardais la télévision, il se mit à aboyer frénétiquement en direction de la porte arrière. Des aboiements aigus, pressants, comme si quelque chose était là, dehors. Je suis allé jusqu'à la cuisine et l'ai vu, figé près de la clôture du jardin, le dos hérissé. Un frisson me parcourut l'échine. Je l'appelai pour qu'il rentre, mais il ne bougea pas. Il fixait simplement l'obscurité. D'abord, j'ai pensé qu'il avait aperçu un chat ou un animal errant. Mais alors, j'ai entendu un bruit, un frottement, juste contre le mur extérieur. Mon corps s'est pétrifié. Un bruit léger, juste derrière la porte. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu, rien d'autre que les buissons, qui bougeaient, comme si quelqu'un était caché à l'intérieur. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Je n'ai pas réfléchi. J'ai rappelé le chien et verrouillé la porte à double tour, mais le pire restait encore à venir. Parce que cette nuit-là, la porte arrière était grande ouverte au matin,
Quand je suis descendu à la cuisine, mon corps s'est figé. La porte donnant sur le jardin était grande ouverte. Un vent glacial s'infiltrait à travers l'ouverture, faisant légèrement bouger le rideau. Mes jambes faiblirent. Je l'avais verrouillé. J'en étais certain. J'ai couru inspecter le reste de la maison, le cœur battant à tout rompre. Tout semblait être à sa place. Mais cela ne signifiait rien. Quelqu'un était entré. J'ai appelé la police. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont trouvé aucun signe d'effraction. Peut-être avez-vous oublié de la fermer, suggéra l'un des officiers. J'ai voulu lui hurler que non, que j'étais sûr que je l'avais verrouillé comme chaque soir depuis le début de tout ça. Mais cela n'aurait servi à rien. Lorsqu'ils sont partis, j'ai inspecté chaque serrure, chaque fenêtre. J'ai ajouté un verrou supplémentaire à la porte arrière. Je voulais retrouver un semblant de sécurité. Je pensais que ça suffirait. Je pensais que ça mettrait fin à tout ça. Mais quelques jours plus tard, j'ai compris que quelque chose d'autre se tramait. Une nuit, en rentrant du travail, j'ai inséré la clé dans la serrure. Mais elle n'a pas tourné. J'ai froncé les sourcils. J'ai essayé à nouveau. Rien. Je me suis reculé légèrement pour observer la porte. C'était bien ma maison, ma clé, mais elle ne rentrait pas. J'ai dû appeler un serrurier. « Elle doit être usée », a-t-il commenté en manipulant la serrure. « Je vais vous en mettre une nouvelle. Je n'y ai pas prêté plus d'attention. Les serrures peuvent s'user. » Ce n'était pas un problème en soi. Mais alors, ça s'est reproduit. Seulement 3 nuits plus tard, la même chose. Mais cette fois, c'était pire. La serrure toute neuve, installée quelques jours plus tôt, ne fonctionnait plus. J'ai dû rappeler un autre serrurier. Mais cette fois, quelque chose me tordait l'estomac. Une sensation lourde, oppressante. Plus tard dans la soirée, l'angoisse ne m'a pas quitté. J'avais l'impression que quelqu'un jouait avec moi. Alors j'ai pris une décision. J'ai acheté une petite caméra et je l'ai installée au-dessus de la porte. Si quelqu'un faisait cela, je comptais bien le surprendre. Les premières nuits, rien. Je me sentais idiot à revoir les enregistrements et à ne voir que la porte, immobile, dans l'obscurité. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout change. La caméra a détecté un mouvement à 2h13 du matin. Mon estomac s'est retourné en voyant l'image. Un homme encapuchonné était devant ma porte. Il manipulait la serrure. Il était en train de la changer. Je le regardais faire, ses mains agissant avec une précision effrayante. Il ne forçait pas la porte. Il retirait le cylindre, avec des outils spécialisés, comme s'il avait fait ça des dizaines de fois auparavant. Mais le pire restait à venir, car à 5h26 du matin, la caméra l'a capté à nouveau. Il était revenu pour remettre une nouvelle serrure en place, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il voulait que je ne me rende jamais compte de rien. Mais cette fois, je l'avais vu. Et ce que j'ai découvert ensuite a été encore plus terrifiant. Je n'arrivais plus à respirer. Le film continuait de défiler sur mon écran. Mais mon esprit était déjà ailleurs. Ce n'était pas un simple cambrioleur. C'était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un qui ne s'était pas contenté d'entrer chez moi. Quelqu'un qui avait tout mis en œuvre pour que je ne le remarque jamais. Mes mains tremblaient, tandis que je composais le numéro de la police. Je leur ai montré la vidéo. Ils l'ont regardée en silence. Leur expression est devenue grave. « Nous allons enquêter », m'a dit l'un des agents. Mais ce n'est que le lendemain que j'ai reçu l'appel qui m'a glacé le sang. La voix du policier était plus grave, plus pesante. « Nous avons identifié la voiture de l'individu grâce aux caméras du quartier. » Mon corps s'est tendu. « Et ?» ai-je demandé, ma gorge soudainement sèche. Il y eut une pause. Puis, la phrase qui a fait basculer ma réalité. « La voiture est enregistrée au nom d'Alexandre Fournier. » Le téléphone faillit m'échapper des mains. Ce nom, c'était mon ex. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Alexandre. L'homme qui, plus d'1 an auparavant, n'avait jamais accepté la fin de notre relation. L'homme qui m'avait supplié de lui laisser une autre chance.
qui avait insisté encore et encore pour qu'on parle, pour qu'on se revoie. L'homme que j'avais fini par ignorer jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vie. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais maintenant, je comprenais enfin. Il n'était jamais vraiment parti. Il n'avait jamais cessé d'être là, tout près. La police m'a expliqué que, pour le moment, il ne pouvait pas l'arrêter sans preuve qu'il avait fait quelque chose d'illégal. Modifier une serrure n'est pas suffisant pour obtenir un mandat d'arrestation, mais ils m'ont recommandé de demander une ordonnance de restriction. À quoi cela servirait-il? Un simple bout de papier l'arrêterait-il? L'empêcherait-il de revenir? Je ne me sentais plus en sécurité chez moi. L'idée qu'il était entré, qu'il connaissait chaque recoin, qu'il pouvait revenir quand bon lui semblait, m'a poussé à prendre une décision. Je ne passerai pas une nuit de plus ici. J'ai rassemblé quelques affaires et je suis allé chez mon frère Étienne. Impossible de dormir. Je suis resté assis sur le canapé, les yeux ouverts, regardant l'horloge avancer lentement. Chaque ombre projetée sur la fenêtre me faisait frissonner, car désormais, je connaissais la vérité. Ce n'était pas un simple harceleur. C'était quelqu'un qui me connaissait. Quelqu'un qui avait toujours eu une longueur d'avance sur moi. Quelqu'un qui était encore là, dehors, à attendre. Parce que s'il y avait une chose qu'Alexandre détestait, c'était perdre. Et je n'étais pas certain que tout cela soit vraiment terminé. J'ai déménagé. Pas immédiatement, mais après ce qui s'était passé avec Alexandre, je ne pouvais plus vivre dans cette maison. J'ai demandé l'ordonnance de restriction, changé mes habitudes, modifié mon itinéraire pour aller au travail. Mais la peur, elle, ne disparaissait pas. J'ai passé des semaines à regarder par-dessus mon épaule, à éviter les rues désertes, à me sentir épié chaque fois que quelqu'un marchait un peu trop près de moi. Même dans mon nouvel appartement, chaque craquement du bois me faisait retenir mon souffle. Rien ne semblait plus sûr. Et puis, quelque chose s'est produit. C'était une nuit ordinaire. J'étais chez moi, essayant de me détendre sur le canapé, quand mon chat a commencé à se comporter étrangement. D'habitude, il était calme. Mais cette nuit-là, il s'est figé dans le couloir, fixant un point précis. Son dos était hérissé, ses oreilles dressées, en alerte. Je me suis lentement levé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je murmuré. J'ai suivi son regard, et c'est alors que je l'ai entendu. Un bruit subtil, comme quelque chose qui grattait à l'intérieur du mur. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. J'ai balayé la pièce du regard. Rien. Mais le bruit persistait. Quelque chose était là. J'ai avalé ma salive et me suis approché du mur, me sentant idiot. Peut-être des souris, peut-être que ma paranoïa me rendait fou. Mais en passant la main sur la surface, j'ai senti quelque chose d'étrange. Il y avait une fine ligne sur le bois. Je me suis penché un peu plus près, et c'est là que je l'ai vue, une petite porte cachée. Mon cœur s'est arrêté. Une porte dont je n'avais jamais remarqué l'existence, que je ne savais même pas être là. Je l'ai effleurée du bout des doigts, sentant le bois légèrement s'enfoncer sous la pression. Était-elle là depuis toujours? Je n'avais aucun souvenir de l'avoir vue auparavant. Puis, une pensée m'a glacé le sang. Si cette porte a toujours été ici, est-ce que quelqu'un d'autre le savait? Ma respiration s'est accélérée. J'ai couru chercher une lampe torche et suis revenu face à la porte. Les mains tremblantes, j'ai attrapé un tournevis et forcé l'ouverture. Une odeur de renfermé et d'humidité s'en est aussitôt échappée. J'ai braqué la lumière à l'intérieur et mon estomac s'est retourné. Il y avait un sac de couchage, sale, usé. Juste à côté, des emballages de nourriture vides, des morceaux de pain. Une lampe cassée. Quelqu'un avait vécu ici. Je me suis reculé d'un bond, pris de nausée. Ma tête cherchait une explication rationnelle. Mais il n'y en avait aucune. Cela faisait des semaines que je vivais ici. Je pensais être seul. Je pensais être en sécurité. Mais maintenant, je comprenais. Quelqu'un d'autre avait été là. Tout ce temps. Et s'il avait été ici avant, il pouvait revenir à tout moment. Mon esprit s'embrouillait.
Ça ne pouvait pas être réel. Je me suis éloigné de la porte dissimulée, sentant l'air devenir plus lourd. Mes jambes tremblaient, le sac de couchage, les restes de nourriture, les signes évidents que quelqu'un avait vécu ici. Ma poitrine se soulevait rapidement. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. Je me suis précipité vers le salon, attrapé mon téléphone et appelé la police. Ma voix tremblait en essayant d'expliquer la situation. Ça n'avait aucun sens. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. D'abord Alexandre, et maintenant ça. Qui avait vécu ici? Et depuis combien de temps? La police est arrivée en quelques minutes. Ils ont fouillé la maison de fond en comble. Ils ont inspecté l'accès au grenier, les fenêtres, chaque recoin, mais ils n'ont trouvé personne. Seulement des preuves que quelqu'un avait été là, mais plus maintenant. Où était-il toujours là? L'un des agents est sorti de l'espace caché et s'est figé net. Il a levé sa lampe torche et m'a lancé un regard inquiet. On a trouvé autre chose. Un frisson glacé m'a traversé le dos. Les agents ont posé un sac de preuves sur la table. À l'intérieur, des photos de moi, des clichés pris à l'intérieur de la maison. Moi sur le canapé, moi en train de cuisiner, moi en train de dormir. Quelqu'un m'avait observé tout ce temps. Ma gorge s'est nouée, ma tête s'est mise à tourner. Il ne s'était pas contenté de vivre avec moi. Il me surveillait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté chez mon frère avec la police qui patrouillait le quartier. Mais ça n'a rien changé. Parce que rien ne pouvait me faire me sentir en sécurité. La peur était en moi. Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé la personne qui vivait dans ma maison. Il n'y a jamais eu de suspect. On n'a jamais su comment il était entré, ni pourquoi il était parti. Personne n'a jamais été arrêté. Il s'est simplement évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Mais moi, je sais la vérité. Je sais qu'il était là. Et je sais qu'il pourrait revenir. Des mois plus tard, j'ai déménagé loin d'ici. J'ai changé de maison. J'ai changé de ville. Mais rien n'a changé en moi. Chaque fois que je vois une porte entrouverte, mon cœur s'emballe. Chaque fois que j'entends un bruit dans un mur, un frisson me parcourt l'échine. Chaque fois que je marche dans la rue, j'ai l'impression d'être suivi. Et parfois, quand je me réveille en pleine nuit, avec cette étrange sensation qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma chambre, je regarde la porte, je regarde la fenêtre, et je sais qu'aussi loin que je sois parti, lui, il ne l'a jamais fait.